Oui, merci Christine pour ce mot. Je voudrais juste, avant qu'on commence la communication, formuler quelques remerciements qui ne sont pas simplement d'usage. Je voudrais tout d'abord remercier mes deux co-organisateurs, Nicolas Brément et Olivier Peffert. Les remercier sincèrement parce que quand je leur ai proposé ce sujet qui est dans le monde des juristes un petit peu audacieux, malgré leur, on va dire, grande jeunesse, ils n'ont pas hésité à franchir le pas et donc à travailler sur cette question. Donc merci beaucoup aussi d'avoir assuré ce succès. Remercier Christine Manigan aussi, comme directrice du centre de recherche, parce qu'elle est un soutien fidèle qui est extrêmement appréciable par rapport à notre démarche pluridisciplinaire que nous menons depuis plusieurs années sur la Constitution dans le cadre du centre de recherche, donc intégration et coopération dans l'espace européen de la Sorbonne Nouvelle. Donc vraiment merci beaucoup Christine de ce soutien sans faille. Et puis évidemment, merci beaucoup à tous les intervenants d'avoir accepté de participer et de rendre ces débats si intéressants, si enrichissants et qui se prolongeront évidemment dans une publication future. Juste un tout petit dernier mot pour remercier Violaine d'avoir aussi accepté le pari de cette co-communication. Et je dois juste préciser que pour moi, c'est une première. Je n'avais jamais fait de co-communication auparavant. Et cela a été extrêmement facile de le faire avec Violaine, avec qui donc on travaille très bien. Donc merci. Voilà. Et bien, alors moi je vais vous présenter très rapidement, je vais vraiment aller vite, le contexte que je juridico-économique, enfin en tout cas j'aurais dû dire doctrinalo juridico-économique et la réception de l'ouvrage de Charles Austin Beard. Alors, il publie donc cet ouvrage en 1913. On a rappelé, ça n'est pas un juriste, ça n'est pas un économiste, il est historien et historien du politique. Néanmoins, sa thèse, enfin son ouvrage n'est pas du tout fortuit dans son histoire personnelle parce que, on va dire, les études biographiques montrent que dès sa formation universitaire, où il dirige le journal de son université, il exprime son intérêt pour les questions constitutionnelles et aussi pour une remise en cause assez claire de la doxa officielle à propos des questions constitutionnelles. Il est amené au début de ses études à rencontrer John Commons, qui aura une influence ensuite assez importante et qui publiera en 1924 cet ouvrage sur les bases juridiques du capitalisme. Et puis, quand il ira faire sa thèse à Columbia, ensuite, il subira l'influence importante de Seligman, qui lui aussi est une figure majeure du courant pragmatiste, et qui publie en 1902, donc quelques années avant l'ouvrage de Beard, une interprétation économique de l'histoire. Et il faut dire qu'en 1912, Charles Austin Beard publie une étude consacrée à l'interprétation de la Constitution par la Cour suprême des États-Unis. Et c'est à cette occasion, en fait, qu'il s'aperçoit véritablement, qu'il formule sa thèse, qui sera l'essentiel ensuite de son ouvrage de 1913. Donc il y a une continuité assez importante. Alors, oui, j'avais mis la photo de son étude sur la Cour suprême des États-Unis. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que précisément, au moment où il publie l'ouvrage, il y a une controverse américaine très forte sur l'interprétation de la Constitution. Et notamment depuis le fameux arrêt Lochner de 1905, qu'on connaît beaucoup tous ici. C'est un arrêt qui, en gros, interprète la Constitution, le 14e amendement de la Constitution, de manière un petit peu audacieuse, puisque la Cour suprême privilégie et protège, on va dire de manière quasi inconditionnelle, ce qu'elle estime être une liberté contractuelle et une liberté d'entreprendre qui serait donc consacrée par la Constitution, quand bien même la Constitution n'emploie absolument pas ces termes-là. Et alors, en fait, cette interprétation de la Constitution par la Cour suprême des États-Unis lui permet d'invalider quasiment toutes les lois des États qui ont pour objet d'apporter des correctifs, on va dire, aux conséquences de l'industrialisation en élaborant des normes sociales. Et presque toujours,
pas systématiquement, mais presque toujours, entre 1905 et 1937, la Cour suprême va invalider ces formes de législation sociale. Donc, cette jurisprudence crée une controverse sur le pouvoir d'interprétation de la Constitution par la Cour suprême. Donc, ça n'est pas anodin que Charles Austin Beard, évidemment, publie cet ouvrage sur l'interprétation économique de la Constitution, même s'il se défend dans l'ouvrage de faire partie de la controverse. Il s'estime en dehors de la controverse. Alors, en tout cas, cet ouvrage va être, j'ai mis un peu, pas mal de couverture là, mais il va être réédité 16 fois, ce qui est dire son succès jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. 16 fois, il va devenir vraiment un standard, mais surtout chez les historiens et chez les politistes, parce que c'est autre chose chez les juristes et les économistes. En 2003, il va y avoir beaucoup d'attaques violentes sur la méthode employée par Beard, sur ses conclusions. On va l'accuser évidemment de réductionnisme économique, et on va dire parfois que sa méthode était mauvaise ou que ses outils de toute façon étaient insuffisants pour l'époque. La première véritable forme de réhabilitation de sa méthode, notamment, elle vient de Maguire, qui, en 2003, en fait, reprend complètement le travail et valide, en quelque sorte, la thèse de Beard. Toutefois, il reste extrêmement controversé, ce qui fait que lorsqu'il y a eu 2 colloques qui ont quand même été organisés dans des universités américaines en 2013, à l'occasion donc du centenaire de la publication de cet ouvrage, le site Law and Liberty donc, s'interroge sur le statut de Beard. Est-ce que donc, c'est une légende vivante ou c'est une icône dépassée et je pense que c'est une question qu'on peut encore se poser. Et son statut doctrinal est encore assez ambigu, puisque j'ai 2 exemples. Sur la page américaine de Constitutional Economics, mais page américaine parce que ça ne figure pas sur la page française, eh bien on voit qu'il est cité comme ayant inauguré, en quelque sorte, le courant de l'analyse économique du droit. Donc ce qui n'est pas rien, parce qu'en gros, ça l'associe à l'école de Chicago et à l'école très très libérale. Mais d'un autre côté, on parle de lignes néo-beardiennes avec par exemple Michael Parenti qui, dans un ouvrage consacré à Karl Marx, publié en 1980, publie un papier intitulé « La Constitution en tant que document élitiste ou document de l'élite, en quelque sorte ». Donc c'est assez intéressant. Il y a vraiment on va dire un va-et-vient comme ça entre l'accusation, parce qu'en fait c'est une véritable accusation pour la plupart de marxisme de Beard, dont il se défend beaucoup, et on va dire ses facilités en quelque sorte libérales. Deux constitutionnalistes américains qui comptent aujourd'hui, Bruce Ackerman d'un côté et Cass Sunstein de l'autre, mais qui comptent de manière assez différente. L'un est très institutionnaliste, l'autre formé plutôt à l'école libérale, eh bien, ne croit ni l'un ni l'autre à la thèse de Beard. Donc ça, c'est assez... Il le cite, mais il n'y croit pas. Et puis, pour terminer simplement cette présentation, pour le cas européen, comment avons-nous réceptionné cette thèse ? Ben, je pense qu'on ne l'a pas réceptionnée du tout. C'est vraiment extrêmement simple. Le premier ouvrage d'Édouard Lambert, qui est publié en 1921, un Français, sur la Cour suprême des États-Unis, ne mentionne pas une fois la thèse de Beard. J'ai vérifié, pas une fois. Donc cette thèse n'existe pas. J'ai regardé ensuite dans la littérature française jusqu'à aujourd'hui, il n'est cité dans aucun manuel de droit constitutionnel, ni même lorsqu'il s'agit de présenter le droit constitutionnel américain. Et il n'est pas, par exemple, cité dans le bouquin, dans le livre sur le droit comparé de Philippe Louveau, où il y a pourtant un passage très très important sur les États-Unis. Et j'ai regardé en Allemagne, en Espagne, en Italie, il n'est quasiment pas cité, sauf par vraiment des spécialistes, et souvent de manière assez incidente lorsqu'il s'agit de discuter une thèse de quelqu'un qui était en discussion, même, on va dire, a posteriori, avec Beard. En France, l'ouvrage a fait l'objet d'une traduction en 1988, dont le professeur Chéreau, ici présent, a fait une recension, mais à ma connaissance, c'est le seul.
Et depuis 1988, l'ouvrage n'a reçu aucune nouvelle audience sur le territoire français et même plus largement sur le territoire européen. Alors, ça c'est le contexte. Ce qu'on vous propose maintenant, on va essayer d'être pas trop long ni l'une ni l'autre, on a tant de choses à dire. Une lecture de l'ouvrage, maintenant une interprétation par Violaine, puis ensuite la mienne. Le temps très court. Bon, je dois dire que ce que je vais dire maintenant me rendra... je suis très frustrée de ne pouvoir dire que quelques petites choses, et ça va être, je le préviens un peu, à la hache, très affirmatif, sans doute péremptoire, tout à discuter, mais je vous livre un petit peu les éléments comme ça, qui seront évidemment très approfondis, enfin je l'espère, dans ma contribution écrite. Alors, on l'a rappelé tout à l'heure, Beard donc, n'est pas un juriste. Néanmoins, du point de vue juridique, il se situe parfaitement dans le courant réaliste américain de l'époque. Il dit que le champ de la réflexion juridique est dominé par toutes sortes d'abstractions imprécises. Et ainsi, sa thèse est que la plupart du droit a un rapport avec les relations de propriété entre les hommes. Donc je crois que c'est vraiment important, y compris donc la Constitution. Donc Beard constate, comme on l'a dit, que les constituants américains ont été porteurs d'intérêts économiques dont ils estimaient que la protection par le régime politique qu'ils mettaient en place était nécessaire et que donc il fallait opter pour un système fédéral économiquement plus intéressant que celui de la Confédération. Donc la thèse est quand même extrêmement claire de ce point de vue-là, et dans la mesure où la Constitution américaine de 1787 est donc l'une des premières constitutions occidentales, ça la doit forcément interroger quant à la philosophie constitutionnaliste qui aurait ainsi, si on suit Beard, une assise économique dès son origine. Alors, si on est intrigué par cette thèse, on peut peut-être apercevoir, au-delà de ce qu'il entend démontrer dans son ouvrage, qu'il existe en effet d'assez nombreux indices d'une proximité, pour ne pas dire autre chose à ce stade, entre les différents phénomènes libéraux, capitalistes et constitutionnalistes, qui ne sont pas toujours simplement matériels, comme c'est le cas avec Beard, mais qui sont souvent aussi idéologiques. Donc j'énumère quelques-uns de ces indices aux coïncidences, vraiment simplement à titre d'interrogation. D'abord, on peut faire le constat factuel d'une coïncidence de l'émergence et du développement du capitalisme et du constitutionnalisme, étant consciente évidemment que la naissance de l'un et de l'autre sont toujours évidemment discutées, on remonte toujours plus ou moins loin. On peut aussi faire le constat, en gros, qu'à partir du XVIIe siècle, il y a une tendance à ce que la réflexion sur la propriété, les droits et la limitation du pouvoir aillent toujours ensemble. C'est-à-dire que les uns et les autres ne sont jamais véritablement séparés. On peut aussi s'interroger sur la naissance de l'économie politique au XVIIIe siècle comme principe de limitation du pouvoir. Économie politique libérale, en tant que donc il s'agissait de remettre en cause les institutions existantes de l'époque, juridiques, économiques, politiques, pour ouvrir donc, et qui ouvraient des perspectives de changement extrêmement concrètes, des changements beaucoup plus concrets que ne l'avait laissé supposer la philosophie précédente. Et qu'ainsi, on pourrait commencer à s'interroger sur le fait que le constitutionnalisme d'origine serait rapidement devenu en fait un élément clé de cette réflexion plus large qu'est l'économie politique. Et on constate qu'il y a énormément, par exemple, d'économistes du XVIIIe, des premiers économistes, qui en fait ont élaboré des projets de constitution, des canevas constitutionnels, des codes constitutionnels, peut-être de manière plus importante que les philosophes et encore plus importante que les juristes. Ça, c'est pour les quelques coïncidences historiques. Quant au présent, je donne vraiment quelques exemples.
vraiment quelques exemples sur lesquels on pourrait s'appuyer. Un usage du droit constitutionnel très important dans les années 90 par les institutions financières internationales qui ont vraiment lié l'apport, on va dire, de leur aide économique à la question constitutionnelle. Il y a un très très bon article de Onne Sorge qui est paru en 2003 dans la revue Critique, qui est très ambigu dans ce qu'il dit, mais qui est assez excellent. Je me dépêche. Un non-choix de l'Union européenne entre les conditions économiques et les conditions juridico-politiques de l'accès à l'UE, et puis enfin une primauté contemporaine de la lecture économique par les cours constitutionnelles de la Constitution. On va dire, ils font primer globalement, elles font primer les intérêts des plus grands porteurs économiques au détriment évidemment des droits sociaux et souvent au prétexte grossier d'ailleurs de la protection des droits sociaux. Bref, en tout cas, pour rebondir sur ce que disait Dominique Rousseau tout à l'heure, on peut se demander si le constitutionnalisme et le droit constitutionnel peuvent continuer comme ils le sont dans la réalité des juristes. Je ne dis pas ailleurs, je ne dis pas dans la philosophie, je ne dis pas chez les politistes, je ne dis pas même chez les économistes, mais chez les juristes, on continue à penser le constitutionnalisme et le droit constitutionnel dans un rapport de stricte autonomie vis-à-vis des autres phénomènes. C'est-à-dire qu'on peut accepter par-ci, par-là, on peut concéder qu'il y a un lien avec d'autres phénomènes, mais ça n'affecte pas du tout la manière dont on continue à présenter le droit constitutionnel et la Constitution, et donc la manière dont les constitutionnalistes continuent à penser la Constitution, qui est vraiment détachée de ce genre de considération. Alors, j'ai bien conscience que la thèse des éventuels fondements économiques du constitutionnalisme n'est pas une thèse qui fait plaisir, dans la mesure où elle tend, sur le moment, à mettre de côté les idéaux de liberté, d'égalité, de justice auxquels on a tous envie de croire. Donc c'est une thèse évidemment décevante. Mais si on renverse l'interrogation, cette thèse peut avoir justement un intérêt épistémologique important, pour penser justement beaucoup plus clairement ce qui était envisagé tout à l'heure, à savoir le mouvement contemporain de migration du droit et du droit constitutionnel de l'État politique vers les structures non politiques, non étatiques, mais fréquemment économiques. Alors, pour terminer, presque, il y a plusieurs travaux importants qui me semblent aller dans ce sens, mais qui, peut-être étonnamment pas, n'émanent d'aucun constitutionnaliste. Il y a évidemment la thèse forte de Günther Tömner, qui est un professeur de droit privé allemand, sur le constitutionnalisme sociétal, qui à la fois est un constat, mais aussi à certains égards un plaidoyer pour une répartition horizontale du constitutionnalisme, où le pouvoir d'autorégulation serait à la base de l'action. En bref, une thèse qui peut être présentée comme un prolongement du libéralisme économique. Et puis, je renvoie à cet ouvrage très intéressant qui est sorti en 2016, donc sur les multinationales et la constitutionnalisation du système monde. C'est un peu compliqué à traduire pour l'instant, je n'ai pas trouvé de bonne traduction. Mais en tout cas, qui pose la thèse que comme on a inventé des constitutions pour encadrer le pouvoir des États, et pas pour rien, il faut penser la constitutionnalisation du pouvoir des grandes entreprises qui ont déjà en quelque sorte absorbé une partie du pouvoir politique. Alors, si cet ouvrage ne renverse pas vraiment le rapport entre économie et constitution, il est intéressant au moins de voir que ce travail est dirigé par un professeur de droit du travail, un avocat associé dans un cabinet d'affaires, qui d'ailleurs a fait sa thèse avec Günther Tömner, et un spécialiste de droit privé. Je rappelle que c'est James Buchanan, Nobelisé, pour avoir initié ce mouvement de constitutional economics qui pense la Constitution à partir de la satisfaction d'intérêts économiques, qui est le premier à avoir dit « nous sommes tous des constitutionnalistes ». Il faut vraiment s'interroger sur ce fait-là, et que le réductionnisme économique dont a été accusé Beard, pour revenir à lui, est souvent entendu comme une sorte de défaite de la pensée, alors qu'il me semble que ça devrait être envisagé plutôt comme une chance de penser réellement le phénomène constitutionnel, puisque la place, ainsi, ne serait pas laissée aux seuls penseurs économiques libéraux ou ultralibéraux, dont la portée pratique apparaît jusqu'à présent quand même assez tangible,
jusqu'à donner, il a été cité tout à l'heure aussi, la possibilité d'affirmer que la Constitution est devenue aujourd'hui sans valeur, comme l'a fait donc Richard Posner, le juge américain qui est célèbre défenseur d'une application économique de la Constitution. Il a dit « Je ne vois absolument aucune raison à ce qu'un juge passe, ne serait-ce qu'une seconde, à étudier la Constitution. » Bon. Alors, il a dû s'excuser, je le précise. Il a dû s'excuser et Slate a publié quelques semaines plus tard un papier où il disait voilà, je dois m'excuser auprès de ce. Bon, bref, mais il n'empêche. Tout ça pour dire qu'il y a, depuis le XVIIIe siècle, une pensée économique et politique critique profonde et durable qui fait du phénomène constitutionnel le résultat second d'événements et de principes qui sont premiers par rapport à lui. Sans doute héritier de la pensée philosophique et humaniste, il est néanmoins possible que le constitutionnalisme se soit érigé en grande partie sur les bases d'une vision économique de la société politique, et il serait sans doute opportun de ne pas faire comme si cela n'existait pas, comme s'il ne s'agissait que d'histoire et non de structure.